mesdames, bienvenue une fois de plus dans votre émission préférée de la télévision Guinée équatoriale, l'hebdomadaire. Cette émission que vous recevez tous les débuts de semaine pour vous récapituler toute la scène politique, sociale, culturelle, sportive et parfois congociste de la semaine écoulée. Messieurs, mesdames, l'hebdomadaire, c'est cette émission que nous allons enchaîner tout de suite pendant une cinquantaine de minutes et toujours accompagné de mes collègues. Je ne suis pas seul. Toujours dans l'hebdomadaire, nous avons une grande équipe, une très grande équipe. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous sommes avec le tout mignon Mendene. Monsieur Mendene, bonjour. Bonjour Andros, bonjour restés des panélistes, bonjour chers téléspectateurs et merci pour l'émission de l'hebdomadaire. C'était Mendene, merci. Bien, juste à côté de Mendene, la charmante Asuncion. Asuncion, bonjour. Bonjour Andros, dis bonjour à toute la population équato-guinéenne et surtout à ma charmante collègue Maria Soledad. Maria Soledad, nous enchaînons directement avec elle. Soledad, bonjour, bon début de semaine. Oui, bonjour Andros, bonjour Asuncion, Pedro et à tous nos téléspectateurs, bonjour. Mesdames et messieurs, c'était comme ça les bonjours que nous adressons déjà à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent toujours câblés sur la télévision nationale qu'internationale pour tous ensemble débattre sur toutes ces activités, toutes ces actualités qui se sont écoulées durant la semaine passée. Et aujourd'hui, nous avons apporté beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'ingrédients dans la sauce de l'hebdomadaire aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons attaquer directement par la politique. La politique, directement avec Soledad. Dites-nous, quels sont les points qui ont été un peu choisis cette semaine pour parler de la politique, Soledad? Et en politique, nous avons choisi 3 thèmes. Et en premier, nous avons la coopération Guinée équatoriale-Portugal. Nous avons aussi la 5e commission mixte ad hoc Guinée équatoriale-Cameroun. Oui. Nous avons aussi la visite du couple présidentiel au Swaziland. Bien, trois activités vraiment très bonnes que nous avons choisies cette semaine. Et tout de suite, nous allons attaquer par le premier thème qui est la coopération Guinée équatoriale-Portugal. Guinée équatoriale-Portugal. Mendene, vous avez coutume de le dire, il faut planter le décor. Le décor d'une coopération imminente, bien sûr, entre le Portugal et la Guinée équatoriale, avec d'abord en ligne de mire l'intégration prochaine de la Guinée équatoriale dans la grande famille de la CPL, qui est la communauté des pays lusophones. Donc voilà en image le président de la République qui salue M. Luis Campos Ferreira, qui n'est autre que le secrétaire d'État des Affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères du Portugal, en tête d'une importante délégation composée de 7 membres, entre eux les chefs d'entreprise, des responsables des médias qui se sont entretenus tour à tour avec les membres du gouvernement. Mais monsieur Mendene, il faut dire que dans cette coopération entre la Guinée équatoriale et le Portugal, d'où va aboutir l'intégration de la Guinée équatoriale dans les pays lusophones. Disons que un clan, on va dire, ils vont former peut-être un forum des pays lusophones qui ont en commun la langue portugaise. Et ça a pas mal des avantages. D'abord en termes de coopération sereine et il est aussi allé voir le donc le ils ministre. Se sont entretenus tour à tour avec le président de la République, le Premier ministre, lui avec le ministre des Affaires étrangères, exactement, le ministre de l'Éducation et même avec le secrétaire d'État de l'information, de la presse et de la radio. Donc puisque vous êtes sans savoir, sans ignorer que la coopération entre le Portugal et la Guinée équatoriale passera aussi par les médias avec la diffusion prochaine de la langue portugaise à la télévision. C'est-à-dire que, bon, c'est là où je voulais en venir, vous savez, normalement le fait, déjà nous savons que la Guinée équatoriale c'est un pays qui a déjà comme pour langue nationale espagnole, la deuxième langue le français. Le français et la troisième langue c'est le portugais. Oui, ce serait comme ça aussi une aubaine, une opportunité que le portugais vienne
ajouter cette force parce qu'il faut avouer que l'équato-guinéen, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans cette histoire de parler beaucoup de langues. Oui, Andros, on connaît aussi que c'était pour ratifier le nombre d'accords souscrits dans la coopération guinéo-portugaise, avec plus d'accent sur l'imminente intégration de Malabo à la communauté des pays lusophones. Oui, ça c'est vraiment très bien. Donc, en termes de coopération, donc, il y a les secteurs tels que l'économie, l'aviation civile, puisque Lisbonne et Malabo compte inaugurer prochainement un pont aérien, c'est-à-dire une compagnie aérienne qui va desservir aussi bien la Guinée équatoriale que le Portugal. Oui. Donc c'était également au menu. Là, c'est toujours la suite des audiences qu'on envoie maintenant, c'est avec le chef de la diplomatie équato-guinéenne. Oui. Là, donc, oui. Et parlant de la coopération, de l'imminente intégration, comme l'a dit Marie Soledad, ce sera au Timor oriental, ce sera en de l'année 2014, oui. Donc au courant de l'année 2014, où aura lieu un sommet ordinaire des pays lusophones, et c'est là où sortira de l'ornière, donc à la lueur du jour, comme on aime le dire, l'imminent, qu'il n'est plus question de moi, puisque la Guinée équatoriale a déjà mis tout en œuvre, adopté le portugais comme troisième langue, oui. Et déjà la diffusion dans les médias, ce sera imminemment. Et puis, on a aussi l'enseignement du portugais dans les écoles. Oui, c'est pourquoi l'audience avec le ministre de l'Éducation. Il faut dire que je pense que c'est une bonne politique qui est en train de s'installer au niveau de la Guinée équatoriale, parce que normalement le fait de parler, d'avoir plusieurs langues dans la calebasse pour essayer de s'exprimer dans plusieurs langues, c'est vraiment quelque chose de bon normalement. Oui, le facteur langue ouvre, donc c'est un sésame qui ouvre vers oui. la coopération. Oui. Et parlons aussi de la diplomatie. Les deux pays ont déjà leurs représentants diplomatiques dans le pays. Donc la Guinée équatoriale vient d'inaugurer son ambassade à Lisbonne, oui. Tout comme le Portugal l'a fait. Donc, et on voit le Brésil aussi aux côtés de sa puissance, mais s'il faut le dire, aux côtés du Portugal, oui. Pour vraiment mettre la Guinée équatoriale au centre de cette coopération. Donc pour le moment où nous diffusons cette information, la Guinée équatoriale n'est que observateur, tout comme le Sénégal et bien nombre de pays. Maintenant, ce sera après le sommet du Timor oriental qu'on saura si oui ou non la Guinée équatoriale fait maintenant partie intégrante de la CPL. Bien, moi je suis vraiment très orgueilleux par rapport à toutes ces politiques qui sont en train d'être installées au niveau de notre pays. Vous savez, c'est un peu tout ça qui permet aussi aux jeunes équato-guinéens qui, en s'épanouissant, il a des facilités à faire beaucoup de choses, oui. Oui. Parce que le fait de parler plusieurs langues, par exemple, le fait de parler déjà l'espagnol qui est la langue mère, le français, le portugais qui est en train de s'installer, et on ne nie pas qu'il y a aussi l'anglais qui est aussi une langue commerciale qui est là. Le fait d'avoir cette plurilinguistique, je pense que ce serait quelque chose de très bien pour les générations futures. C'est aussi, comme on dit, sur le plan de développement de l'horizon 2020, c'est vraiment des bons plans d'émergence. C'est des bons plans d'émergence. Donc, à vous entendre, donc, normalement, l'émergence de la Guinée équatoriale passe aussi également par sur le bilinguisme aussi, il faut le dire. Oui, exactement. Bien, c'était un peu le premier point de la politique choisie pour l'hebdomadaire. Maintenant, on va directement aller au deuxième point qui est... Le deuxième point, c'est la 5e commission mixte ad hoc Guinée équatoriale-Cameroun. Toujours dans les coopérations. Oui, donc c'était une semaine riche en diplomatie pour la Guinée équatoriale. Oui. Et là, cette 5e commission a eu lieu du 15 au 17 janvier dernier. C'était déjà à Mongoumou, dans la province de Ouelessas. Donc, vous allez voir en image les deux délégations. La première, donc la délégation camerounaise était conduite par le chef de la diplomatie camerounaise, Pierre Mokoko Mbonjo. Oui. Et oui, avec l'ambassadeur du Cameroun accrédité en Guinée équatoriale, Lazare Mpuel Bala, le gouverneur de la province du Sud Cameroun, donc Jules Marcelin Diallo. Voilà, c'est l'arrivée. Là, c'est le chef de la diplomatie camerounaise, Pierre Mokoko Mbonjo. Et maintenant, la délégation équato-guinéenne était conduite par le premier vice-premier ministre de l'Intérieur qui est là à côté du ministre, donc Clément Ngouane, intégré entre autres du ministre à la primature chargé des relations
sous-régional, donc de l'intégration régionale, Bartlaza Ngwenjo, avec le ministre délégué de la coopération. Disons donc, que c'était une bonne délégation qui allait pour... Oui, et ils ont parlé de quoi? De la sécurité transfrontalière, oui. donc avec les turbulences qu'on connaît, la sous-région de l'Afrique centrale. Donc cette insécurité ne doit pas influer, s'il faut le dire, ne doit pas répercuter le long de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Oui, il faut donc dire que autant donc pour les deux délégations de s'asseoir autour d'une même table pour assurer la sécurité transfrontalière. Il faut dire que ils ont traité de l'ouverture des frontières, de la réouverture de la frontière Guinée équatoriale Cameroun. Ils ont aussi parlé un peu du... Bon, ils ont inauguré plutôt les consulats. Le consulat oui, au sud Cameroun et Bolova. Oui, donc il faut revenir sur la réouverture de la frontière à Kiossi. Ce n'est pas un secret de politicien. On sait que c'était une frontière qui était fermée déjà des mois. Oui. Donc c'était juste pour remettre en liberté. Donc sinon... réactiver un peu, redynamiser le flux du trafic, aussi bien des personnes que des biens, oui, au niveau de la frontière du Cameroun de la Guinée. Mais il faut aussi dire que le fait de rouvrir cette frontière, le fait d'avoir surtout une frontière terrestre entre deux pays, ça attire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de possibilités de pouvoir exporter et importer en même temps, puisque le fait d'avoir une frontière terrestre, c'est un peu plus facile. Oui. Vous savez, nous avons besoin toujours de l'un et de l'autre, et puis la circulation est fluide, les choses sont plus... Mais comme vous l'avez dit au début, sur la sécurité transfrontalière, il faut aussi avouer que dans les frontières, il faut une certaine sécurité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas et il faut éviter... Le trafic illicite. Oui, il faut éviter, vraiment, il faut qu'ils soient toujours là-bas pour mettre au point une certaine politique pour éviter toute mauvaise chose qui puisse être ou emmener dans l'autre côté ou emmener dans ce côté, et puis arranger certaines choses, parce que normalement toutes ces diplomaties qui sont en train d'être mises actuellement, c'est toujours pour la population, et comme on le dit souvent, la population doit comprendre que c'est pour eux qu'on le fasse, quand nous sommes en train de le faire autant pour moi, bien maintenant. C'est justement pour cela qu'il y a toujours des rencontres entre les différents pays, parce que pour prendre une décision, si les choses vont bien, si les choses ne vont pas bien, il doit toujours avoir une assise entre les dirigeants des différents pays et prendre une décision sur ce que on ne peut pas faire. Oui, donc cette 5e commission, c'était juste en quelque sorte pour, comme on dit toujours, pour faire table rase de certaines incohérences qui existent toujours, et ça n'émane même pas, ça ne provient pas des autorités mais toujours de la population, et c'est là la Guinée équatoriale et le Cameroun sont condamnés par la géographie de rester, puisque frères, pour rester frères, exactement. C'est de bonne guerre, puisqu'il y a toujours entre frères des petits les cousins germains, il y a toujours dans une assiette quand ils sont en train de manger, il y a quelqu'un qui veut manger plus que c'était l'occasion, et on a vu lorsqu'on inaugurait le consulat là-bas du côté de Bolova, l'ambiance était plutôt bon enfant. Et oui, puisque là-bas, le chef de la diplomatie équato-guinéenne était Agapito Mbamukwi, toutes les autorités équato-guinéennes de Tiantem étaient là-bas, et du sud camerounais, ils étaient, et là ça porte maintenant à 3 sièges diplomatiques équato-guinéens en terre camerounaise. Donc après l'ambassade à Yaoundé, le consulat à Douala, et puis l'autre qui vient d'être inauguré à Bolova. C'est bien. C'est un peu cet esprit de fraternité que je vais peut-être faire un petit brin de discours qu'avait cité le président dans les grands événements sur l'amour de l'Afrique. Il faut que l'Africain lui-même, l'Africain lui-même aime son continent pour que le continent puisse évoluer. Et c'est dans ces objectifs, normalement, que nous sommes là. La Guinée équatoriale est là pour coopérer avec d'autres pays, pour arranger certains points de mésentente, pour cet amour de notre continent africain, cet amour de notre pays, et pour toujours aller en avant sur les plans de développement des pays africains. Je pense que c'est très bien, c'était un peu cette coopération
sur c'était une réunion. La commission, c'était cette commission, oui. La 5e du genre qui se célèbre entre les deux pays. Oui, là, c'est la Guinée équatoriale qui a eu l'insigne honneur de l'organiser. C'était à Mongomo. Oui. Une ville stratégique aussi pour la Guinée équatoriale en plein essor. Émergence. Oui, en pleine émergence aussi. Donc, c'était un peu ça le deuxième point. On va le dire ainsi, de l'ordre du jour de l'hebdomadaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire le deuxième point politique que nous avons choisi. Maintenant, nous allons aller toujours dans la politique, n'est-ce pas, avec Soledad? Oui, le troisième point, c'est la visite du couple présidentiel au Swaziland. Le président qui passe tout le temps à élaborer, à établir des coopérations entre pays. Sud, il faut le dire. Donc, comme ça, le président de la République, M. Méné, installateur du décor. Le week-end écoulé, il est rentré aussi. C'était une visite de plus de 72 heures sur invitation de Sa Majesté le roi Swati III du Swaziland. Et c'est une visite réciproque puisqu'on le sait déjà, ça faisait déjà 2 fois de suite que Sa Majesté Swati III était ici. Je me rappelle aussi, sa dame, donc la reine du Swaziland, est venue présenter ses jolis bouts de chou à la première dame de la nation puisqu'elle a eu des jumeaux. Donc l'ambiance... Profitons de l'occasion aussi de féliciter les relations sont plutôt cordiales déjà entre Mbabane et Malabo. Et là, la visite du président, c'était juste pour jeter dans des nouvelles bases d'une coopération, comme lui, il aime toujours le dire, une coopération gagnant-gagnant et surtout sincère et sereine entre les pays du Sud. Oui, c'est très bien. Et sans toutefois savoir que le Swaziland fait parmi des pays déjà où l'agriculture prime. Et on va voir l'un des sites que le couple présidentiel équato-guinéen a visité le week-end écoulé et Assumption. Et on a reçu des informations fiables le fonctionnement de cette entreprise qui produit les gammes variées des produits comme... Nous sommes en train de voir là... Oui, ça c'est l'élevage des bovins là pour le lait, pour la fabrication des produits laitiers, du fromage. Et on va le voir devant, voilà, je vous l'ai dit que le Swaziland c'est un pays où l'agriculture prime vraiment, là, l'aisance vraiment agro-pastorale et à fleur de peau, comme vous pouvez le voir. Et le président de la République et la première dame de la nation sont donc partis, question de s'imprégner des réalités et peut-être prendre, vous voyez, là c'est le maïs, c'est une agriculture riche à la production du maïs, du mil, du sorgho, une gamme variée comme l'a dit Maria Soledad. Et on va encore le voir plus loin, ils ont visité une entreprise de fabrication de bougies cette fois-ci. La Camlest. Voilà, la Camlest. Et là, vous voyez, donc le Swaziland devient encore l'un des pays à coopérer prochainement avec la Guinée équatoriale. Il faut dire que ces coopérations-là font toujours de la Guinée équatoriale un pays qui toujours est non seulement dans l'esprit de fraternité avec les autres pays africains, mais aussi ces coopérations, cet esprit d'aller... C'est aussi pour l'évolution, pour le peuple équato-guinéen, l'ouverture aussi à d'autres activités, plus ou moins, oui. Prendre l'exemple, c'est prendre l'exemple du développement des pays. La mère de Sa Majesté Swati III qui a offert l'hospitalité légendaire de son pays. Vous allez voir des produits où vraiment l'aisance agro-pastorale est visible. Vous voyez des bons fruits. Des fruits vraiment, des fruits frais comme on dit chez nous. Et l'autosuffisance alimentaire est vraiment de mise là-bas du côté du Swaziland. Et la Guinée équatoriale a pris donc cette instance du présidentiel là-bas du côté de Mbabane pour prendre cette expertise-là et l'amener ici, puisque la Guinée équatoriale est sur le plan maintenant de préparer l'après-pétrole. D'où l'importance du prochain forum sur la diversification de l'économie qui aura lieu du 3 au 4 février prochain, où 5 axes 5 points sont visés. Et parmi eux, l'agriculture est parmi. Il faut vraiment le répéter. Parce que normalement, l'après-pétrole, c'est tout ça. L'après-pétrole, même le pendant-pétrole, si on peut l'appeler ainsi. Parce que normalement, toutes ces activités parallèles au pétrole, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, il faut dire la pêche, la chasse, il faut dire que c'est des activités qui
ma foi, sont toujours présents durant toute la vie. Qui doivent être potentialisés puisque le pétrole, c'est, comme le dirait quelqu'un, éphémère. Oui, c'est passager, c'est passager. Et maintenant, l'agriculture, il faut maintenant revoir l'agriculture. L'agriculture, il faut voir et les cueillettes. En fait, il faut un peu revoir ces coutumes, ces habitudes de nos anciens qui nous ont fait vivre, qui ont fait vivre nos parents, nos anciens parents, avec cette richesse qui aujourd'hui, ma foi, peut être délaissée, mais qui, avec l'évolution, avec l'organisation, le développement, il faut réinstaller et voir comment ça peut apporter un plus dans l'économie de notre pays. Non seulement un plus, mais par contre, savoir que l'agriculture a toujours été plus ou moins une ressource très fort dans un pays. Surtout un pays de l'Afrique centrale. Oui, parce qu'on a une terre fertile. Si nous nous basons seulement à dire que nous allons vivre à base du pétrole, le pétrole c'est un bien qui finit un jour ou l'autre. Donc nous devons plutôt nous concentrer sur des travaux comme l'agriculture. Parce que ça permet, ça fait en sorte, non seulement c'est une richesse, mais par contre ça donne du boulot à tout le monde. Ça les gens se mettent au travail et ça fait moins de désemplois. Oui, mais il faut dire que toutes ces activités, pour moi, toutes ces coopérations, tout ce qui est fait actuellement, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple équato-guinéen. Aujourd'hui, l'agriculture, comme vous le dites, c'est une activité qui augmente l'emploi. C'est une activité qui accroît un pays, qui, comment ma foi dire, c'est une économie. Maintenant que le président de la République va en Afrique du Sud, à Chouesland, je vous en prie, à Chouesland, tisse ses relations, est toujours dans ses relations pour le futur du pays. Je crois que c'est de la bienvenue, c'est des bonnes activités que nous, depuis l'hebdomadaire, nous, on est heureux, nous sommes contents. Oui, pour peut-être chuter par là, sur l'agriculture, pour dire que le gouvernement alloue d'importantes sommes des fonds et des pour l'agriculture avec la construction ou du moins la création des champs modernes. On l'a vu et le ministre de l'Agriculture avait déjà été témoin de ces grandes réalisations où il était aussi bien à Mokaluba que dans la région continentale du pays. Même chose pour la première dame de la nation qui elle aussi s'attelle aussi à la création des champs moderne pour relever la pente de l'agriculture, le commerce. Parce que déjà, on voit comment elle se comporte avec les femmes commerçantes. Elle essaye de mettre en disposition des agrupations, comme on appelle ça ici, des groupements, des associations. Oui, pour mettre cette activité vraiment dans le bain de la vie. Bien, messieurs, mesdames, beaucoup de choses pourraient être dites. À part ces 3 points que nous avons choisis pour la politique de la semaine écoulée, nous avons un peu débattu comme ça sur 3 points principalement. Et maintenant, nous allons passer à un autre point. Nous allons aller au social. Le social, c'est toujours un peu beaucoup de choses, plus ou moins, ma foi, tristes, ma foi, gaies. Ma foi compliquée, mais aujourd'hui Maria Soledad va nous dire qu'est-ce que nous avons pu tirer du social. Du social, nous avons 3 sujets très importants. 3 sujets, oui. En premier, nous avons la détention des présumés drogués à Bata. Nous avons aussi 2 accidents. 2 accidents. Oui. Et comme 3e, nous avons un mort d'électrocution. Un autre accident. Bah, nous avons dit au début, le social nous apporte toujours un peu des nouvelles, ma foi tristes, ma foi gaie. Bah, aujourd'hui, nous avons eu des nouvelles un peu, nous allons dire, tristes, mais qui nous permet aussi de pouvoir dénoncer certains faits. Et comme nous avons toujours le chargé, je vais l'appeler comme ça aujourd'hui, le chargé de la mise en place. Monsieur Mendene, oui, nous allons commencer par, je crois, le premier point. Les taux qui se resserrent autour des 4 présumés drogués, ce sont des jeunes adolescents d'une vingtaine d'âge, vous allez les apercevoir dans quelques instants, qui ont été pris en flagrant délit, Torse nu. Oui, donc les noms, je peux quand même les citer: Marcel Omvedou, Sergio Abosso, Marianne Medjan et Flavien Osseur.
puisqu'il s'agit d'eux, ils ont été écroués. Vous allez voir comme consommateurs de stupéfiants. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'après avoir consommé ces stupéfiants, et ils sont à l'aise, ils ne portent pas atteinte à l'intégrité physique ni morale de qui que ce soit, ils sont plutôt à l'aise. Mais on ne sait pas pourquoi, pourquoi ils ont donc en main ces armes blanches, s'il faut le dire, ces armes belliqueuses. Donc, bien, mais il faut dire que il faut le préciser. Oui, moi je pense que normalement, je ne sais pas si vous serez avec moi sur les data associations, quelqu'un qui se drogue ne peut pas être quelqu'un de responsable. Ah, ça, c'est assez impossible. C'est très clair. C'est très clair parce que déjà, vous voyez, ce sont des gens qui prennent de la drogue. Après avoir pris tant de drogue, parfois, ils n'ont plus de contrôle sur eux-mêmes. Ils font des choses qui ne sont pas capables de prendre responsabilité. Ils ont des armes blanches, ils font des conneries. On a présenté tout à l'heure certains passeports et des cartes d'identité. Donc, ça veut dire qu'ils braquent des gens et ils récupèrent leur dossier. Ils font un peu le dégât, hein? Donc une personne qui se drogue, ce n'est pas une personne qui... Je veux souligner, Andros, vous venez de dire que les jeunes se droguent, je ne sais pas, mais pour souligner, je peux dire qu'avant, moi je me rends compte que nos pères, pour cultiver les champs, prenaient certaines drogues pour augmenter, je peux dire ça, augmenter la force, pour mieux... Oui. Il faut donc, dire que... les jeunes, au lieu de se demander pourquoi les pères prennent des drogues, eux font ça pour... Non, mais moi je pense que tout ça, c'est la drogue. Pour moi, la drogue, déjà, ça détruit l'organisme. La drogue, ça ne peut pas être quelque chose de positif. Si les anciens, les vieux prenaient ça pour avoir la force, pour moi, c'est toujours négatif. Parce que la drogue, c'est pas quelque chose de positif. Il ne faut pas se le dire. Ça a des répercussions physiques. Oui, mais Assomption, je te coupe pas. Je le dis parce que les jeunes font des choses parce qu'ils ont vu. Non, et je veux dire que je ne trouve pas que ce soit quelque chose de positif. Quel que soit. Non, c'est pas positif. Moi, je dis, vous allez m'excuser. Moi, j'ai toujours dit que se droguer, bon, c'est un concept, je ne sais pas si c'est ça, se droguer, la drogue vient établir comment je peux dire ça, la drogue, quand vous prenez la drogue, je crois, je n'en ai jamais pris, mais je m'imagine que quand une personne prend la drogue vient seulement ajouter l'état de la personne. Parce que si vous êtes un braqueur ou vous êtes un tueur, quand vous prenez la drogue, vous vous sentez, vous avez encore plus de force, vous vous dites que vous êtes suprême et vous faites des conneries avec vous. Excusez-moi, Assomption, excusez-moi vraiment, je vous comprends, mais je ne compatis pas. Le fait de consommer quelque chose qui détruit, pour moi, ma foi, je pense que c'est pas positif. La drogue, c'est pas quelque chose de positif. Même, disons, vous dites, ça vient multiplier la personnalité. Si c'est quelqu'un qui est sain, si c'est quelqu'un qui a les bons esprits, il va se droguer pour avoir les bons esprits en plus. Moi, je pense que c'est pas positif. S'il a les bons esprits, comme vous le dites, c'est une personne qui est tranquille, une personne qui est très douce. Moi, je dis comme ça, je ne dis pas que ce soit ainsi. Moi, je préfère qu'on ne le dise pas. Je préfère qu'on ne le dise pas parce que nous sommes un peu les communicateurs qui disons aux gens ce qu'il faut faire. Parce que sinon... Ce qu'il faut souligner sur ce cas, c'est qu'il faut saluer l'action des forces... Oui, c'est là où je voulais en venir. Ça fait déjà un laps de temps, pas mal de temps, où on parle du trafic de la drogue dans la région continentale du pays. Et tout récemment, on a démantelé vraiment des ballots de drogue dans un ferry, donc c'était le ferry Saint-Valentin, en présence du gouverneur du littoral, et ça a été brûlé. Mais il faut de ce côté... Donc, c'est ça, il faut vraiment aller à la croisade, bien sûr, du trafic de la drogue. Puisque c'est ça qui... C'est un peu la base de ce qu'on consommateurs. Toujours. Maintenant, des assassinats, des vols tout ça, organisés. Mais c'est pourquoi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut vraiment féliciter la sécurité, il faut féliciter les agents de force de l'ordre qui, ma foi, sont là. Ils sont là. En fait, les gens pensent toujours, vous savez, une enquête, quand on commence une enquête, c'est pas du jour au lendemain. Il y a des procédures, il y a des étapes, il y a du temps pour
essayer d'attraper. Parce que des fois, la population se plaint, non, il y a des banqueurs, il y a des bandits. Mais quand les enquêteurs commencent une enquête, ils ont des procédures à suivre. Et aujourd'hui, nous avons la preuve. Nous avons vu comme ça ces 4 délinquants, petits drogués, qui consomment la drogue, qui ont été attrapés. Ouais. Et c'est tout ça, chapeau, depuis l'hebdomadaire, chapeau à la sécurité, chapeau aux agents de force de l'ordre qui sont là pour toujours faire leur travail, vraiment. Et d'autre part, il faut, pour moi, je pense, et je crois que ça doit être comme ça, refuser complètement la consommation de la drogue. Parce que la drogue, quel que soit le entre-griffes résultat qu'il donne, c'est pas quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de positif. C'est un faux conseil. Oui, ça détruit déjà l'organisme. Ça détruit l'organisme. C'est un peu aussi comme, je ne parle pas je n'aimerais pas mettre pied, mais surtout comme les gens qui prennent la cigarette, ça détruit l'organisme. Donc, il faut éviter. Oui, c'est pareil, les consommateurs de cigarettes. Et aussi la bière, la regarde, trop la prendre. Oui, l'alcool, tout ça. Total, tout ce qui, il faut dire que tout ce qu'on consomme de négatif dans l'organisme. Oui, parce que les poumons sont affectés, l'organisme, les boyaux. Donc, il faut éviter, il faut boire de l'eau. Oui, il faut dire que la consommation de produits néfastes pour l'organisme, excusez-moi, c'est pas bon. Donc, depuis l'hebdomadaire, nous demandons à tous ces drogués, tous ceux qui ont ces mauvaises idées, ces mauvais esprits, de consommer les choses négatives, d'arrêter complètement, et ce serait bien pour eux-mêmes. Surtout sur la drogue, c'est un faux fuyant, peut-être vous fuyez les responsabilités, vous ne voulez pas voir la réalité de la vie en face, et vous cachez derrière la drogue. Derrière la drogue, c'est dommage. Et il faut le dire que ne pensez pas, l'homme a beaucoup de facultés, l'homme a beaucoup de possibilités d'évolution, l'homme a beaucoup de choses, d'activités qui peuvent permettre à ce que la drogue ne soit pas un fuyant, comme vous l'appelez, un faux fuyant, je ne sais pas, comme vous l'appelez. Non, je vous en prie, la consommation des produits néfastes pour l'organisme est très mauvaise. Et nous, depuis l'hebdomadaire, je veux souligner aux gens qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas encore consommé la drogue, leur dire que le meilleur, ce n'est pas de ne pas consommer, parce que quand tu as déjà consommé, tu es déjà infecté, tu as déjà le virus, tu ne peux plus laisser. Donc personnellement, je veux supplier aux gens qui n'ont pas encore consommé, s'il te plaît, ne consommez pas. C'est ça, c'est un peu le point qui culmine, le premier point de ce point social. Sur les petits consommateurs de drogue, les petits consommateurs de stupéfiants, de n'importe quel produit néfaste, ça peut être drogue, cigarette, alcool pour l'organisme. Nous allons terminer comme ça sur ce point pour éviter de faire des mauvaises choses, pour éviter d'être pris dans une mauvaise situation, pour éviter de mentir ou de dire que non, je fais ça parce que je me sens comme ça. Ne consommons pas. Soyons ce qu'on est, nous venons au monde propre et souhaitons et demandons à l'Éternel que nous puissions continuer à être propres. Bien, on va aller sur le deuxième point de l'ordre du jour qui est du social. Oui, c'était les 2 accidents à Bata. Les accidents de circulation. Oui, il faut dire, les accidents de circulation, c'était... Avec un résultat de mort, oui, on va le voir, paraît-il, un expatrié. Un Camerounais, je crois, qui était sur une moto. Percuté par un camion. Et vraiment, les images sont choquantes. Vous allez voir du sang, on va demander à ceux qui ont les esprits fragiles, les âmes fragiles, de bien vouloir s'éloigner un peu de l'écran. Reconnu un peu par Kirikou. Oui, son nom c'est Kirikou, on l'a dit, qui était sur cette moto. Donc, il était sur la moto, donc il était en train de quitter. Non, il ne conduisait pas, il quittait du trottoir pour prendre le chemin quand notre camion l'a ramassé parce qu'il était en vitesse. Il avait une vitesse, et c'est tout ça, c'est de ce qu'on parle tout le temps, la façon dont nous conduisons. C'est ça. Des images choquantes. Du coup, et voilà, nous avons perdu notre jeune frère
jeune frère. Déjà depuis le plateau de l'hebdomadaire, souhaiter les condoléances à la famille de Kirikou. Et aussi revenir sur un point que nous avons vraiment débattu de long en large la semaine dernière, sur la façon de conduire, la prudence de la route. La prudence sur la route. Vous voyez le camion non seulement il a deux matricules, il a le LT 652K et il a un autre que je n'ai pas très bien pris. Donc c'est un camion qui a deux matricules. Donc c'est tout ça un peu le faux. Vous savez, pour moi c'est du, excusez-moi de dire ça comme ça, du pareil au même. Ce conducteur de camion, d'après ce qu'on dit, après l'accident, il est allé directement à la police. Il s'est rendu à la police. Oui, mais pour moi, je pense que déjà, pour éviter que tu partes à la police quand on t'enferme, parce que normalement, tu vas, la liberté, c'est très bien. Tu vas aller pour qu'on te prive de liberté. Mieux vaut conduire bien. Oui. Il faut éviter complètement de se mettre dans ces situations. La vitesse, pourquoi la vitesse dans des quartiers? Je pense que normalement, j'ai coutume de dire qu'il est mieux d'arriver en retard que de ne jamais arriver. Voilà le jeune Kirikou qui s'en va comme ça après cette imprudence de ce chauffeur de camion qui, ma foi, et en plus, non seulement le jeune Camerounais a perdu la vie, mais aussi le conducteur qui s'est rendu à la police aussi est déjà privé de sa propre liberté. Donc, s'il aurait bien conduit, s'il menait bien son camion, aujourd'hui, nous ne serions pas ici en train de dire qu'il est enfermé parce qu'il est déjà privé de sa liberté. Et en plus, ici, c'est une personne de bien parce que nous voyons, quand nous suivons les missions, nous voyons qu'il a été au moins sensate et il s'est rendu à la police parce que par contre, d'autres ont l'habitude de s'enfuir et se cacher. Donc, vaut mieux éviter de faire des accidents, bien conduire pour éviter être prudent sur son volant. Et aux autorités de la sécurité routière pour qu'ils soient encore plus stricts et sans complaisance sur la tenue de ces conducteurs qui, ma foi, vont du mal en pire, puisque chaque semaine, il faut enregistrer des cas d'accidents de circulation. Aussi. Oui. Maintenant, il faut le dire, la semaine dernière, nous avons débattu sur la circulation routière qui mettait un peu en évidence tous ces cas de style au niveau de la société. Demander à nos frères conducteurs, à nos soeurs, à nos pères, nos mères, nos enfants, tous ceux qui se mettent sur le volant, de pouvoir être responsables, de bien vouloir conduire, sachant bien qu'ils mettent en risque leur vie et la vie d'autrui. Et c'est de ça dont on a parlé. C'est un peu les exemples que nous tirons tous les jours. Pourquoi nous, depuis l'hebdomadaire, nous essayons toujours de revenir sur certains points comme ça, parce que nous déplorons ce genre de situation. Déjà, comme je l'ai dit, nos condoléances depuis l'hebdomadaire à la famille de Kirikou. Nous n'allons pas souhaiter du mal à celui qui allait se mettre dans les bras de la sécurité, mais au moins demander à d'autres comme lui qui conduisent mal d'éviter de conduire mal, parce que nous allons toujours le répéter. Quand vous êtes au volant, vous êtes en charge de votre vie, de la vie de ceux qui sont dans le véhicule et de la vie de ceux qui sont hors du véhicule. Donc, tenons-nous bien et soyons responsables. C'est un peu le petit point que je voulais dire avant qu'on ne continue le social avec le prochain point sur les dates. Le prochain point, c'est la mort d'un jeune garçon par électrocution. Oui, avant tout, j'ai bien envie, et je l'ai dit tout à l'heure, les images sont choquantes. Messieurs, mesdames, ceux qui ont les âmes sensibles, je préfère que vous ne regardez pas, mais c'est une nouvelle. Bien, l'accident d'électrocution, je crois, non? Oui, ça s'est déroulé aussi à Bata. En voulant connecter les câbles par imprudence. Et voilà autant de heures, il faut le dire. Puisque à nos chers compatriotes, si vous n'êtes pas électricien, ne vous lésinez pas, ne vous targuez pas. Parce que je ne vous coupe pas. Je crois que ça fait l'année dernière, il y a eu un coup pareil, un jeune homme qui allait sur un palmier, toujours dans le centre de l'électricité, sous la pluie. Une image choquante vraiment. Oui, c'est vraiment fort. Voilà, c'était un profane de l'électricité. Donc vous regardez aussi quel genre de connexion il devait, il était appelé à connecter.
Donc vraiment, c'est comme vous étiez en train de dire, M. Médéné, sur ceux qui ne connaissent pas, vous étiez en train de dire quelque chose sur ceux qui ne connaissent rien de l'électricité, de ne pas se lésiner, de ne pas s'hasarder à se transformer, à s'autoproclamer électricien et pour avoir vraiment des conséquences désastreuses comme ça, vraiment lamentables. Vous voyez, ce jeune homme, il est de Kogo. On a dit il est de Kogo, de la région du littoral. À peu près 32 ans, aux environs de 32 ans. Nous l'avons perdu. Nos condoléances à ses frères, sa famille, ses amis du côté de Kogo, ceux de Bata dans le quartier qui l'ont vraiment pleuré parce que selon eux, il était un jeune homme qui était au service de tous dans le quartier, s'agissant de la lumière. Mais malheureusement, il ne travaillait pas à la CRSA. Mais vous savez, normalement, le fait d'aider la population, parce qu'il y en a plein qui le font dans les quartiers, il y en a plein qui sont là pour aider un peu, petit problème d'électricité, je jette une main, petit problème de talbe, je viens, j'arrange. Bien, il est bien vrai que c'est la bonne volonté. Mais ma foi, je pense que quand c'est un peu compliqué, comme l'a dit mieux vaut appeler un professionnel. Exact. Il faut complètement éviter de se mettre dans ces situations belliqueuses, ces situations compliquées. Parce que voilà maintenant le jeune bancoriste qui nous a quittés comme ça, parce qu'il est allé toucher où il ne devait pas toucher. Et Andros, il faut encore appeler les autorités de la Société nationale d'électrification pour dire que oui, ils ont déjà opéré d'énormes innovations avec RTSA. Oui, féliciter aussi. Il faut profiter aussi pour les féliciter, parce qu'il y a eu du travail. C'est de sensibiliser la population jusqu'à prendre des mesures, ma foi, fermes, que quiconque pourrait s'hasarder à toucher les installations électriques et qui ne fait pas partie de la CRSA, qu'il soit dénoncé et qu'il soit puni, voilà, pour éviter ces cas de macabre. Il faut le dire. Ça ne fait que se répéter, donc il faut vraiment prendre des décisions sur ça, il faut prendre la sécurité sur ça. Oui, il faut dire, comme Mendene l'a dit, féliciter ça pour les innovations faites, pour toutes les bonnes choses qu'ils ont fait récemment. Mais aussi, comme vous l'avez dit, la sensibilisation. Parce que non seulement c'est ça, la sensibilisation est dans tous les niveaux. Au niveau, normalement, je pense qu'au niveau social, la sensibilisation fait partie de tous les niveaux. Dans toute activité, dans toute chose, il faille toujours qu'on sensibilise la population pour que la population comprenne que c'est pour vous que nous sommes en train de faire telle chose. C'est parce que nous souhaitons que vous soyez bien, que nous soyons à l'aise, comme on dit dans nos quartiers. C'est pourquoi il est important, comme le dit Mendene, de sensibiliser mes frères de CRSA, sensibiliser les gens. Et comme il le dit, moi je ne suis pas bien placé pour décider sur s'il faille qu'il y ait une punition ou non, mais au moins la sensibilisation pour faire comprendre à ces gens, à cette population que c'est pour eux que vous êtes et vous faites ce travail pour le bien de cette population. Voilà, maintenant, comme je le disais, notre jeune bancoriste nous a quittés parce que, ma foi, je ne sais pas s'il était de CRSA, s'il était électricien, mais pour aider les autres, il a eu je ne vais pas dire qu'il a eu une malchance parce qu'il n'aurait plus de chance dans sa vie. Il nous a quittés comme ça, c'est vraiment dur, c'est vraiment touchant. La famille est pleurée, les condoléances, on l'avait déjà dit. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire avant que nous changeons de thème. Mais Assomption de Soledad. Juste pour revenir aux compatriotes, de ne pas s'hasarder à toucher l'électricité lorsque vous nous connaissez, vous n'avez aucune notion en électricité. C'est juste ça. Ah, voilà, c'est un peu le petit point que Médéné a donné. Si vous n'avez pas de notion d'électricité, ne touchez pas l'électricité. Parce que l'électricité, c'est mauvais. C'est déjà, vous savez, le courant, comme on dit, le courant, l'électricité n'a pas de frère, n'a pas de voisin, n'a pas d'amis. Donc, nous devons déjà vivre avec ça. C'est tout comme ceux de la circulation. Quand vous êtes au volant, vous croyez être maître de votre volant. Mais par contre, la voiture peut lâcher n'importe où, n'importe quand. C'est pareil avec le courant. Donc, l'électricité n'a pas de voisin, l'électricité n'a pas d'amis, l'électricité n'a pas que c'est celui-là qui a fait le contrat. Donc, je vais éviter de le tuer ce moment-ci. Non, il ne connaît personne, il fait son travail, il fait son circuit. Si vous vous hasardez
à mettre la main là où il ne faut pas, il va vous chuter. Donc, vaut mieux ne pas toucher et rester tranquille. Et comme le dit Assumption, moi je répète toujours, je demande toujours à mes frères, aux jeunes équato-guinéens, que l'électricité est un métier difficile, mais aussi très dangereux. Donc, chers frères, je vous demande de ne pas toucher au courant à l'électricité si vous ne savez pas du métier. Vous avez tous compris un peu les conseils tour à tour donnés par Mme Assumption et Soledad. Moi, je ne dirais rien de spécial, tout simplement respectons ce qu'a dit les autres, ne pas toucher ce qui n'est pas à notre niveau. Ça nous permet aussi comme ça de passer d'un point à un autre. C'était les 3 points que nous avons pu retirer toute la semaine écoulée sur le social. Maintenant, nous allons passer, je crois, à la culture. En culture, cette semaine, je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de choses, mais nous avons choisi quoi, Soledad? Nous avons choisi un thème, Andros, nous avons le thème du spectacle des artistes chinois. Ah oui, il faut dire qu'il y a eu des artistes chinois qui sont arrivés la semaine dernière et je crois qu'ils ont presté hier. Ils ont fait une prestation hier ou avant-hier. Le long de la semaine, c'était vendredi et samedi, un spectacle, un show de 48 heures qui a mis en transe, en haleine le public de Malabo qui est parti nombreux du côté du centre culturel équato-guinéen. Il faut avouer que 27 artistes chinois au total. Comme nous n'avons pas pu avoir les images déjà, on va revenir sur ça. Mais par contre, nous allons parler un peu de l'instance des Chinois, le temps qu'ils ont passé, l'arrivée, tout ça, essayer de voir. L'arrivée avec la réception en grande pompe par une importante délégation du ministère de la Culture et du Tourisme, conduite par son secrétaire général Ubaldo. Oui, ce sont ces Chinois-là que voilà, vous voyez. Donc des artistes, ils étaient au total 27 pour un show inédit au centre culturel. Ils sont venus à bord de Ethiopian Airlines. Oui. Donc, et on a vu vraiment, on a été témoin d'un spectacle alléchant où il y avait, ma foi, des montages acrobatiques à la sauce chinoise. Oui. C'est vrai. Oui, c'est dommage que nous ne pouvons pas voir ces images-là. Parce que normalement, hier, je crois que c'était avant-hier le spectacle. Le spectacle, vraiment, c'était... ceux qui étaient... Nous, on va revenir, on va vous avoir les Chinois. Il faut dire que maintenant, nous sommes en train de voir nos frères chinois, les Chimpao et Wang Xingfeng qui sont arrivés. La première journée du show, c'était vraiment un show inédit puisque jamais on ne savait pas que la Chine... Et oui, ça c'est où il y aura le spectacle culturel équato-guinéen. Oui, là, ils sont partis d'abord s'acclimater là-bas du côté... Voilà, vous voyez un peu des images un petit peu ce que le centre culturel équato-guinéen nous a préparé. Et il faut le dire, il y a eu ce gars des masques là, parce que je ne sais pas, il y avait l'homme des masques qui changeait ses masques en quelques secondes, c'était vraiment magique, c'était merveilleux. Les Chinois sont très doués dans leurs petits actes, parce que si nous regardons un peu la manière de faire des Chinois, ils ont des, je sais pas, c'est des petits trucs comme des petits magies, donc ils sont très doués, Moi, je dirais qu'ils sont même comme des dessins animés. C'est sens du oui. Profitons de l'occasion aussi, comme ça, de saluer les Chimpao et Chong Feng Ching, nos frères qui sont en train de nous suivre tout de suite là. Bon, juste pour vous dire que le centre culturel équato-guinéen était en transe pendant 48 heures et vraiment le public s'en a régalé énormément. Et espérons que prochainement nous allons apporter ces images pour aussi les téléspectateurs chéris. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'y être vont quand même les profiter, mais pour l'instant nous ne pouvons rien vous... Et il faut pour parler un peu du thème, il faut aussi dire que les Chinois, quand ils viennent comme ça en Guinée équatoriale pour offrir ce spectacle, c'est aussi un lien de coopération qu'ils sont en train d'installer au niveau de l'art. Entre Pékin et Malabo, voilà, le landerneau culturel est en jeu, c'est vrai, puisque
on a vu faire parvenir une importante délégation de 27 artistes chinois. C'était quand même un budget qui était énorme. Il faut dire que la coopération est dans tous les sens, vraiment. Oui. Là, c'est de l'art, parce que normalement, le spectacle qui s'est déroulé la dernière fois, le spectacle qui s'est déroulé avant-hier, ça nous a apporté beaucoup de connaissances sur ce qui est de l'art du spectacle, et au niveau surtout de la coopération, de la relation, de la connaissance, parce que tout ça, c'est ce qui est important quand on reçoit, par exemple, des étrangers, des visiteurs, des touristes qui nous apportent ces petits, on dirait jeux, mais c'est beaucoup important parce qu'on apprend beaucoup derrière tout ça. On découvre beaucoup de choses que nous ne savions pas, parce que l'art du spectacle, qui est un art vraiment grandiose, qui est un grand art, quand on nous l'apporte, on nous montre un peu des petites stratégies, parce qu'il faut dire que je crois que le groupe des Chinois a eu aussi une réunion avec la ministre de... Guillermina, non? Oui, la ministre déléguée de la culture, et du tourisme, pour parler un peu de tout ça et des plans d'avenir sur la culture. Oui, sur la culture en Guinée équatoriale, avec la relation avec les Chinois. Bien. Et puisque nous sommes en culture, là c'est une nouvelle perspective, une nouvelle culturelle qu'il faut vraiment déjà diffuser à partir d'aujourd'hui, puisque le 28 mars prochain, le Centre culturel espagnol de Malabo veut organiser une journée nationale des bibliothèques pour un tout petit peu booster et surtout appeler nos compatriotes au culte de la lecture, puisque c'est vrai, les statistiques, sinon les sondages sont en baisse pour les Équato-Guinéens. Paraît-il, nous les Équato-Guinéens, nous n'aimons pas la lecture. Non, voilà. Moi je pense que donc, dire que nous n'aimons pas la lecture, c'est trop fort. Parce il faut dire que... N'aiment pas lire. Il faut dire que c'est une culture. La lecture, c'est une culture. C'est quelque chose qui est. Et si nous ne sommes pas habitués, il est bienvenu ce projet culturel espagnol de Malabo compte lancer le 28 mars prochain. Et c'était justement pour paraffer, pour peaufiner les derniers automatismes pour l'organisation de ce grand festival, de cette journée des bibliothèques, que la directrice du Centre culturel espagnol de Malabo s'est rendue du côté de l'Université nationale de Guinée équatoriale, où elle s'est entretenue avec Carlos Zozua, donc le recteur magnifique. C'est Madame Pilar Sanchez Jorente. Donc, coup de chapeau déjà à cette belle initiative où il faut apprendre à nos compatriotes à la lecture. Il faut habituer, il faut mettre dans cet esprit. Puisque c'est dans la lecture qu'on apprend tout. Oui, beaucoup. Vous savez, la lecture, c'est très bien cette journée de la bibliothèque, vous avez dit, qui va se tenir le 28 du côté du centre culturel espagnol. Je pense que c'est les deux centres culturels. Celui de Malabo et de Bakel sera signé. Je pense que c'est vraiment la bienvenue pour nous tous, pour passer ce bon petit jour, ce jour de lecture entre amis. Vous savez, la lecture a beaucoup de techniques, et quand vous lisez, vous apprenez beaucoup, vous découvrez beaucoup de choses, et dans la lecture, il y a beaucoup de merveilles, je vous en prie. C'est pourquoi ces journées de la bibliothèque sont organisées. C'est pourquoi la directrice est allée voir le recteur magnifique de la UNRE pour l'organisation de cette journée. Avec le concours massif des étudiants en phase de thèse, donc ceux qui doivent soutenir leur parcours académique, puisque c'est à eux normalement qu'est dédiée cette journée, et au reste des Équato-Guinéens, même si vous n'êtes pas étudiant ou élève, il faudra vous rapprocher des centres culturels pour savourer, pour vous abreuver des connaissances à travers la lecture. Pour vous abreuver des connaissances à travers la lecture. C'est un peu le petit point de conclusion de Mendene, qui nous permet aussi tout de suite de, comme on a coutume de dire, de la culture au sport. Et ce n'est qu'un pas. Nous allons au sport. En sport, comme le dit toujours notre collègue Junior, David Monsuy Junior,
Il est toujours dans la chaleur du sport, il est toujours dans les activités du sport. Après le congrès de sport qui s'est tenu à Bata la semaine surpassée, les activités sportives ont repris en Guinée équatoriale. Et je crois que parmi ces activités, cette semaine, nous avons tiré un point qui a été chaud devant, chaud derrière. Et c'était le point, Maria Soledad. Oui, un seul point qu'il s'agit d'une réunion de réconciliation entre la FEGIFOOT et les présidents des clubs de première division. C'est ce que je disais, c'est un peu une réunion forte de réconciliation après le congrès de sport. Voilà une bonne petite action qui vient motiver encore la Fédération équato-guinéenne de football. Maintenant, mettons, comme vous avez coutume de dire. On appelle ça, oui, voilà les images. Oui. C'est après avoir lavé le linge sale en famille. Pas à la cuisine, comme on dit. Le président de la FEGIFOOT, Domingo Mutsuitan, et les présidents les présidents des clubs ont fait ce qu'on appelle, les hommes de l'armée appellent passe d'armes. Donc chacun de son côté a fait le mea culpa. Ça, c'est l'expression qu'ils ont utilisée. J'avoue mes fautes. Nous aussi, nous avons mes fautes. Autant donc le mettre tout. Donc toutes les deux parties ont fait profil bas. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc oui. Voilà, et c'était au lendemain, comme vous l'avez dit, des états généraux de sport où il fallait reprendre tout, et c'était à l'initiative du président de la République qui, lui, oui. Il a vu d'un mauvais œil comment le sport périclitait déjà, qui était déjà en décadence. Donc il y a eu après ce tumulte qui a duré 2 mois, où le cochon brûlait entre la fédération, entre le président de l'instance fêtière du football national et le président des clubs, avec bien sûr en toile de fond le championnat de Ligue nationale de semi-professionnels. Oui, nous avons toujours ces images qui continuent. Merci, on ne sait pas à quel niveau se vouer sur ce championnat. Donc voilà, Domingo Mutsuitan, il a dit que bon, j'avoue mes fautes et je vais maintenant mettre en œuvre tout ce que je vous ai promis pour être président. Voilà, oui, il faut le dire. Mais en parlant de Domingo Mutsuitan, depuis qu'il est président, il y a beaucoup d'activités qui sont faites, il y a beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, preuve de cela, cette réunion où tout un président de fédération reconnaît son erreur, ses erreurs, reconnaît son tort vis-à-vis des autres et se promet comme ça de pouvoir relancer les dés et de réactiver positivement tout ce qui a eu comme petit zigzag, mésentente entre le président de la fédération et les clubs de football. C'est aussi comme ça. Pour moi, je pense que c'est un début de bonnes choses, parce que normalement, voir comme ça que après les états généraux de sport, ça commence avec une très bonne réunion. Après la réunion, espérons que tous les clubs, toutes les activités sportives se mettront pied, main dans le sac et vont essayer d'activer un peu. Moi, je dis, quand nous parlons du sport, avouer une faute ou une faute avouée, donc ça fait aussi un sport, parce que c'est très difficile, ce n'est pas n'importe qui peut reconnaître s'il a fait une erreur. Donc c'est un très grand sport, déjà s'avouer, de prendre ses fautes, de dire le mea culpa, c'est un sport, un très grand sport. Donc il faudrait déjà commencer par faire ce sport-là, d'avouer, d'accepter l'erreur, et ensuite nous lancer finalement et gentiment dans nos sports. Parce que nous savons qu'avec ce premier pas d'avouer, nous sommes capables de faire évoluer certaines choses, d'avoir des bons résultats. Et pour reprendre l'expression que Maria Soledad utilisait déjà lorsqu'elle parlait de cette réconciliation, ça s'appelle en sport, surtout en football, le fair play. Donc ils ont fait le fair play. Ils ont fait montrer du fair play. Exactement. C'est le fair play. Donc on salue cette réconciliation et on souhaite que ça soit dans toutes les fédérations de sport, afin que le sport national reprenne son visage avenant, rayonnant, bien sûr qu'on le connaît, et que la Guinée équatoriale soit toujours au devant de la scène pour faire flotter le drapeau quadricolore sur la plus haute marche du podium du sport
dans le reste du continent. Comme nous étions en train de dire, malheureusement, nous n'avons pas pu avoir nous n'avons pas fait des petites ressources sur le résultat de Zalan qui a joué le dimanche hier. Donc, nous aurons ce résultat et ne vous en faites pas, nous allons vous le passer prochainement. Oui. Soledad, quelque chose encore sur le sport. Moi, je veux féliciter à Domingo Mutumédian. Oui, Domingo Mutumédian, parce que c'est... Il a un petit nom... Epausa. Oui, il vient de montrer qu'il est un homme honnête, intègre, dynamique. Donc, je veux lui dire chapeau à Domingo Mutumédian. C'est un peu Soledad, la très charmante Soledad, qui félicite Bossa. Félicitations pour ce tact, ce geste de mea culpa. Et surtout, félicitations pour tout ce que vous essayez de faire au niveau du sport footballistique équato-guinéen pour essayer d'emmener ça devant. Bien, je crois que beaucoup de choses ont été dites et c'était le seul point sportif que nous avons pu prendre cette semaine dans l'hebdomadaire. Et je vous demande qu'on se retrouve juste après cet élément. La República de Guinea Ecuatorial organiza 2 importantes foros en los que presenta al mundo internacional las perspectivas de su economía y las oportunidades para invertir en los sectores claves. La primera reunión será un seminario entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que tendrá lugar el 31 del presente mes de enero, y la segunda, un simposio sobre la diversificación económica para la emergencia al Horizonte 2020, concebido como el marco para desarrollar la industrialización de nuestro país. Con la celebración de ambos foros, Guinea Ecuatorial va a determinar cuáles son los factores claves para un entorno empresarial activo, cómo reducir la dependencia de los hidrocarburos y cuáles son las 5 industrias claves para el desarrollo, que van de la mano con el sector privado internacional. Après ce petit temps de relâchement, ce no comment, tout de suite, l'hebdomadaire, nous allons rentrer dans le thème du jour. L'hebdomadaire, après maintes réflexions, a choisi comme thème du jour l'accoutrement, l'habillement. Si la jeunesse équato-guinéenne ou encore le peuple équato-guinéen s'habille décemment, nous avons fait des petites enquêtes, des petits sondages, des petites observations durant tout ce temps et nous avons pensé qu'il était judicieux de pouvoir en débattre ici tous ensemble avec votre collaboration depuis chez vous à la maison sur la façon dont s'habille l'équato-guinéen en particulier de nos temps et le monde entier en général. C'est pourquoi nous nous retrouvons juste derrière ce débat. Le débat. Les dés sont lancés. Mandene, Asuncion, Soledad, l'habillement, l'accoutrement. Qu'est-ce que nous pensons de l'accoutrement actuel? J'ai bien envie de dire, qu'est-ce que nous pensons de ce que nous pouvons appeler le modernisme de l'accoutrement actuel? Est-ce positif? Est-ce négatif? Est-ce quelque chose de chacun fait ce qu'il veut? Ou je ne sais pas. Bien, essayons un peu de voir un peu les tenants et les aboutissants sur la façon dont aujourd'hui, je vais parler comme ça, sans pointer du doigt, nos jeunes sœurs s'habillent et nos jeunes frères aussi s'habillent au niveau de la société. Qu'est-ce que nous pensons un peu de ça? Est-ce que l'équato-guinéen ou l'équato-guinéenne s'habille décemment? Bon, on va dire oui et non, mais le non en grande partie, c'est lamentable de le dire ainsi, puisque il ne faut pas, il faut souvent faire la part des choses, hein, Andros. C'est pas parce que j'ai vu telle star ou telle mes idoles s'habiller un tout petit peu que je vais prendre forcément. Non, puisque ces stars, puisque j'ai pris l'exemple
exemple, des stars, ont des exigences. Oui, scéniques. Sur des temps bien précis. Des temps bien précis, oui, puisque une star, vous n'allez pas peut-être le voir en tenue qu'on appelle destroy, peut-être lorsqu'il part à la messe ou bien lorsqu'il part dans une réunion d'apparat. Oui. Voilà pourquoi il y a aussi ces différentes ramifications de l'habillement où on dit tenue de sortie, tenue d'apparat, tenue de haut. Donc vous voyez, donc c'est vrai, l'équato-guinéen s'habille, mais s'habille plutôt en fonction de son humeur, pas des circonstances. Oui, mais maintenant, je pense que quand vous posez la question de savoir si l'équato-guinéen s'habille, c'est un peu dans le sens général. Ce que nous, ici, à l'hebdomadaire, nous avons un peu envie de titiller, de toucher, de pouvoir mettre en évidence, c'est un peu ces accoutrements un peu, je n'ai pas envie de le dire, mais c'est comment pervers, un peu nudiste d'une part, que nous sommes en train d'observer. Aujourd'hui, vous le voyez bien, il y a des jeunes qui ont tendance à mettre leurs pantalons au niveau de la taille basse. Et je dis, ma foi, je pense qu'il y a une certaine confusion. Certaines personnes, certains jeunes, ils n'ont même pas un calcif, comme on dit, propre. Et ils se mettent le pantalon au niveau du fessier. Et à part ça, nos jeunes sœurs aussi qui, ma foi, on sait qu'on est dans un pays tropical, un pays un peu de fois, il fait vraiment chaud. Vraiment, il fait vraiment chaud de fois. Mais cela ne dit pas qu'il faille qu'on s'habille à des minutes. Parce qu'on observe vraiment nos sœurs qui, ma foi, de foi, sont presque nues. Elles ont la poitrine presque dehors. Elles ont des jupettes. Des mini-jupes, et à la fin, ça tend aussi à une certaine perversion, et c'est pour moi aussi, je pense que c'est une provocation, parce que normalement, il faut voir ça aussi dans ce sens, parce que le fait de s'habiller de cette manière, ça, vous savez, l'œil, comme on dit. Peut-être ceux-là qui... Oui, non, mais il faut le dire. L'œil, comme on le dit, c'est le vétérinaire de la longue démarche. C'est l'œil qui fait tout ce qu'on voit. En fait, c'est à cause de l'œil. Quand tu vois quelque chose, tu as tendance à réagir. Maintenant, si tu ne sais pas que nos grands-parents, comme aussi ils avaient, on va parler un peu des caches-sexes, des habillements ancestrales, ils avaient des caches-sexes. C'est vrai que je ne peux pas bien dire que ils n'avaient pas de mauvaises idées ou ils n'avaient pas un peu cet esprit que nous on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'esprit du cache-sexe a disparu. Nous sommes arrivés à bien nous habiller avec des vestes, avec... je suis en PH, c'est très beau. Il faut dire que appelons nos compatriotes au culte du discernement de leur accoutrement. Oui, exactement. Si je m'en vais à l'église, je dois être décent, tout comme je suis là, en cravate, bien, tout beau, tout mignon. Maintenant, lorsque je parle en boîte, tout mignon, tout mignon. Mais je suis un sex symbole, c'est vrai. Mais là, il faut donc choisir les lieux qui ont leur accoutrement approprié. Oui. Excusez-moi, maintenant, je ne vais pas vous couper. Sincèrement, quand nous parlons de l'habillement, nous devons principalement faire cette idée que nous sommes des Africains. Les Africains ont une manière appropriée de s'habiller. Quand nous parlons de l'habillement sur une femme africaine, une équato-guinéenne qui se sent africaine, normalement, nos ancêtres mettaient les popos qu'on appelait les kabas, les kabandongo, donc l'habit qui couvrait bien la femme, parce que c'est ça qui fait la responsabilité de la femme. Bon, actuellement, nous sommes en train de remarquer que l'habillement devient un peu plus européenne, donc les femmes ont plus tendance à porter des pantalons comme je suis là, avec des hauts et des vestes et tout ce qu'on sort. Donc quand nous mettons dans ce sens de l'esprit européen, nous devons aussi nous rendre compte que non seulement nous devons porter des habits européens, mais aussi ces habits-là doivent bien couvrir notre corps. Exactement, pour faire être digne, parce qu'une femme a toujours été digne et on respecte la femme sur son habit. On n'a pas besoin de voir la femme derrière son habit ou exactement. Dans son habit. C'est quelque chose de très important. Assomption, excuse-moi, Soledad. Assomption vient de vraiment d'élucider un point très important. La femme se respecte derrière son habit. C'est très important cette expression, il faut vraiment qu'on le dise. Oui, Soledad. Oui, moi je dis que ce thème a deux éléments très importants. Oui. Il y a l'élément temps et il y a l'élément âge. Donc je m'explique.
maintenant, nous ne savons plus distinguer quand ou comment s'habiller. Parce qu'il y a des moments où tu peux porter une habit court, un habit court oui. ou Ou un kabangondo. Je m'explique. Et il y a aussi l'élément âge. Oui. Parce que nous devons nous habiller selon l'âge que nous avons. Parce que je ne peux plus m'habiller comme une fillette de 14 ans. Oui, exactement. Cet habit peut être si joli, mais ça ne me permet plus de m'habiller comme ça. Oui. Donc, à mon âge que j'ai, je ne peux plus me permettre de porter une jupette mini-jupe. On appelle ça la spice. Oui, mais si c'est le moment de partir en boîte, donc le temps me permet m'habiller comme ça. Donc c'est le problème que nous avons. Oui, à présent, il faut l'accepter. Nous ne savons plus distinguer le temps et l'âge. Et nous confondons aussi, nous faisons aussi la confusion entre les artistes, parce que les artistes ont une manière de s'habiller, parce qu'ils sont artistes. Quand ils vont faire leur prestation, ils sont obligés de s'habiller d'une manière qu'une autre, parce que... Oh, mais là, ça dépend aussi. Hein. Non, parce que je pense que, excusez-moi, je ne vous coupe pas, quand Gal Madunga fait une prestation, quand Gal Madunga fait une prestation, on voit comme il est beau, il est tout mignon, il est en cravate veste, c'est une tenue correcte. En fait, je pose la question pour arriver à vous demander, est-ce que vous ne pensez pas aussi que quelque part c'est dû aussi à l'évolution du monde, au développement mondial? Parce que normalement aujourd'hui, vous voyez le fait, excusez-moi maintenant, le fait de passer beaucoup de temps devant le petit écran, le fait de passer beaucoup de temps en train de découvrir les danseurs de Trice TV, ces chaînes de télé qui nous montrent beaucoup de choses. De fois, ma foi, je pense que ça fait aussi que la personne se mette beaucoup d'idées dans l'évolution. C'est ça, André, c'est ça que là où j'étais en train d'aboutir. Quand nous nous rendons compte que, quand nous faisons la photocopie de ce qui vient de l'Europe, parce que les chanteurs, ils ont une manière de s'habiller, il faudrait que nous nous rendions compte que l'habillement d'un chanteur, quand il chante, ce n'est pas l'habillement qu'il a, comme le disait Mendene tout à l'heure. Vous pouvez vous habiller quand vous êtes artiste d'une manière en plein champ, mais quand vous êtes déjà chez vous, quand vous marchez en route, quand vous allez à l'église, vous devez avoir une autre manière de s'habiller. Parce que maintenant, nous remarquons que nos frères et sœurs, vous avez vos cintura baja, comme on le dit, ceinture basse. Le hippie. Ça se voit, en plus les calcines ne sont pas bien lavés, c'est ça, c'est mal à voir. Pour revenir sur l'évolution du monde n'est pas synonyme de dépravation des mœurs. Il ne faut pas aller vite en besogne pour parler de ça. Revenons sur les stars. Les stars, premièrement, elles font la promotion de leur tenue vestimentaire. Donc, si, sans publicité, il dit que je m'habille en Giorgio Armani. Giorgio Armani prend ses formes, donc les filmiformes, la forme de l'artiste pour vendre son produit. Donc, dire par exemple qu'aujourd'hui nous allons à la plage, maintenant pour que le produit de la plage vende avec la marque peut-être de Giorgio Armani, comme je l'ai dit, il faut faire une touche qu'ici, avec les formes, les contorsions, s'il faut le dire, de l'artiste ou bien de la star. Ce qui va aiguiser votre plaisir d'en avoir, donc d'acheter. Donc c'est la promotion. Exactement. Et vous allez le faire, ma foi, sans toutefois le savoir, c'est copier vraiment bêtement. Oui, mais attendez, M. Mendene, je ne nie pas cet esprit de promotion artistique, de vente de produits, tout ça. Mais toujours est-il qu'il faille qu'on le dise. Aujourd'hui, nous avons tendance à nous référer, à avoir des références, à avoir des exemples, des icônes, des stars, comme vous l'avez dit. Vous savez, c'est ça. Je pense que c'est ce qui nous pousse à vouloir nous mettre dans cet esprit de Starmania. Parce que quand je vois, par exemple, je ne sais pas, R. Kelly qui s'habille d'une manière...
Petit Jean ou bien comment il s'appelle, Rick Ross, qui a tendance aussi à mettre son pantalon ici. Quand je vois ça, je trouve que c'est beau, et il est aimé, les gens l'apprécient. Donc tout de suite, je me mets dans le même bain et je pense que c'est ça. Mais comme l'a dit Soledad, je crois que Assumption l'a dit, il faut reconnaître et il faut avouer, il faut accepter que normalement, on est dans la question du temps et de l'âge. Il faut peut-être aussi ajouter d'autres petits paramètres, mais il est important de se mettre dans cet esprit que j'ai quel âge, est-ce que je peux m'habiller de telle manière, il fait quel temps, je vais où, il faut un peu mettre tous ces paramètres quand on s'habille. Moi par exemple, il ne serait pas judicieux que quand je vienne ici dans les installations de la télévision Guinée équatoriale, que je vienne d'une manière délabrée avec une paire de babouches, un vieux jean. Là je suis en PH, je sais que je suis un peu comme vous êtes aussi tout mignon, tout le monde est super beau. Donc il faut... Il y a un frère qui disait dans une émission que parfois nous mettons nous nous habillons d'une manière pas normale, parce qu'un exemple, quelqu'un qui va au bureau, nous sommes à la saison sèche avec plein de soleil et tout, il met la cravate, la veste et puis après il est en train de la sueur en train de couler. Donc parfois il faut aussi éviter de faire des trucs qui... Association, vous avez raison. Vous avez raison, oui. Il faut choisir l'habillement en fonction des circonstances. Oui. Et moi, je vais chuter pour prendre seulement, pour faire cette petite anecdote. C'était en 2000 lorsque l'ancien président américain George Bush allait s'exprimer devant les étudiants, où il était obligé de mettre une boucle d'oreille et de se mettre à la peau de la jeunesse. Ça ne veut pas dire que c'était juste pour cette complicité entre les étudiants. Oui, c'est ce qu'on dit, voilà, Soledad, sur l'endroit, le lieu, le temps, l'espace, tout ça et tout. Bien, mesdames et messieurs, nous avons tiré de long en large, nous avons fait beaucoup de tours. Nous allons peut-être déjà vous laisser, c'est dommage, ça fait mal. Nous souhaitons être avec vous pendant plus de temps, mais le temps qui nous est imparti par les programmes de la télévision Guinée équatoriale, nous sommes vraiment très pris. On va essayer de conclure, donner 2-3 petits mots de fin. On va commencer par le tout mignon, maintenant petit truc, petite... salutations ou au revoir comme chaque public. Après le grand journal de 7h du lundi, vous prenez votre machine à café l'hebdomadaire tous les lundis. Prenez la machine à café l'hebdomadaire tous les lundis. Assumption? Oui, juste dire encore une fois de plus, bon début de semaine, bonne chance à tous les Équato-Guinéens. Bonne chance à tous les Équato-Guinéens, bon début de semaine. Soledad? Oui, merci de nous avoir suivis et un bonjour à mes petits 2 enfants. À ces petits 2 enfants. Bien, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, chers bien-aimés publics qui toujours est là pour nous recevoir chaque lundi, chaque premier jour de la semaine pour démarrer cette semaine avec toute l'énergie positive, toute l'énergie possible pour bien lancé. Ça a été un plaisir pour moi, votre humble serviteur, être parmi vous durant ces 60 petites minutes. Moi et mes compagnons, nous vous disons au revoir et nous voyons la semaine prochaine si Dieu le veut.